Robbie Perez est décédé, laissant derrière lui un monde en deuil. Mais aujourd'hui, une vérité choquante a été révélée. Son manager, depuis des décennies, s'est enfin exprimé. Et ce qu'il a dit pourrait vous faire tout remettre en question. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Pourquoi ces révélations choquent-elles l'ensemble de la communauté artistique? Écoutons, ressentons et regardons le parcours de Robbie Perez d'une manière très différente. À ne pas manquer. La mort en ruine. La nuit du 8 avril 2025 a commencé comme une chanson sauvage, de joie et d'anticipation. Une nuit que seul Robbie Gravy Perez pouvait inspirer. Pendant des décennies, il a été plus qu'un simple artiste. Il a été l'âme de la musique dominicaine, la voix qui a été synonyme de l'enfance, de la jeunesse et des rêves inassouvis de plusieurs générations. Ce soir-là, il est retourné à l'endroit qui a été le témoin de ses plus grands exploits. La boîte de nuit Jet Set, le cœur culturel de Saint-Domingue. Plus qu'une simple soirée musicale, il s'agissait de célébrer le parcours glorieux d'une icône. Les billets étaient vendus depuis 3 semaines. Les gens faisaient de la queue pour entrer, quel que soit le coin où ils se trouvaient. 1 millier de personnes étaient présentes. Des familles, des jeunes couples qui écoutaient de la musique ensemble pour la première fois, des fans qui suivaient Gravy depuis les années 80, tous animés par le même désir, s'imprégner une fois de plus de la voix légendaire. Dès son entrée sur scène, Gravy a dominé tout l'espace. Il ne s'est pas contenté de chanter. Il a vécu la musique. Il tenait les mains du public, plaisantait entre les chansons et souriait à chaque rangée de sièges. Cette énergie s'est répandue comme une onde électrique, rendant toute la salle animée et brûlante. Vers minuit et demi mai, lorsqu'il a interprété Volveré, une ballade émouvante sur le retour à la maison. L'espace a semblé se figer. Des centaines de téléphones ont été levés pour enregistrer ce moment sacré et de nombreuses personnes avaient les larmes aux yeux. Puis, personne ne s'attendait à ce que l'impensable se produise à ce moment précis. Un bruit assourdissant, semblable à un choc de métal, déchire l'espace musical. En un instant, le toit s'est mis à trembler violemment. Pas d'avertissement, pas de sirène, pas de personnel évacué, juste un effondrement soudain et désespéré. Carlos Mendoza, un barman expérimenté, raconte que cette nuit-là, la classe supérieure remplissait les allées. On ne pouvait pas se retourner sans croiser quelqu'un. Mais, lorsque le toit s'est effondré, il a décrit la scène comme apocalyptique. De gros morceaux de plafond sont tombés sur la tête des spectateurs. Le système de projection a été tiré vers le bas par des câbles et la poussière a tout recouvert. Maria Fernandez, une enseignante d'école primaire qui assistait au spectacle avec sa mère, a déclaré avoir entendu un bruit étrange venant d'en haut à 12h21, comme un craquement de béton. Quelques minutes plus tard, les premiers débris ont commencé à tomber. Les gens crient, se bousculent pour sortir, mais l'espace est trop petit. Métal, verre brisé, béton, tout s'est effondré, comme si le monde tournait dans une fureur incontrôlable. Fernando Soto Pérez, coordinateur des coulisses et manager de Gravy pendant plus de 30 ans, décrit la disparition totale de la scène en moins de 10 secondes. J'ai vu les lumières s'éteindre, la musique s'arrêter et tout s'est brisé comme un verre de vin tombant sur un sol en marbre. Mais le plus terrifiant n'a pas été l'effondrement, mais le silence qui a suivi. Lorsque la poussière est retombée, les gens ont commencé à se demander où était Robbie, l'artiste qui se tenait là, chantant à tue-tête, souriant à tous les yeux de la salle. Soudain, plus personne ne le voyait. Certains jurent avoir vu Robbie se faire escorter rapidement vers la porte arrière, quelques secondes avant que le toit ne s'effondre. D'autres ont affirmé qu'il se tenait toujours sur scène lorsque les dernières lumières se sont éteintes. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il n'était plus là. Pendant ce temps, les ambulances et la police se sont précipités. Les sirènes retentissent. Les secouristes luttent contre la faible luminosité. Le système d'éclairage d'urgence est presque entièrement brisé. La poussière masque encore la visibilité, et les décombres sont si profonds qu'il est impossible de distinguer la scène du public. Le Jet Set, qui avait été le théâtre de nombreuses et brillantes représentations, n'est plus qu'un tas de cendres. Les survivants seront marqués à vie. Ceux qui ont perdu des êtres chers seront blessés à jamais. Mais surtout, la question reste sans réponse. Où est Robbie Perez? S'en est-il sorti? A-t-il été blessé? Quelqu'un cache-t-il quelque chose? Et si quelqu'un peut répondre, c'est la personne qui le connaît le mieux, Fernando Soto.
son manager, son confident. La seule personne qui connaisse Ruby mieux que quiconque. Après une semaine de silence, il a décidé de rompre ce silence. Et ce qu'il s'apprête à révéler pourrait tout changer. Révélation du directeur Fernando. Fernando Soto est là depuis le début. Il était encore un jeune homme qui essayait de trouver sa place dans l'industrie musicale dominicaine. Il n'était pas seulement un manager, il était le témoin de l'ascension d'une légende. Aujourd'hui, 2 jours après le tragique effondrement du toit du Jet Set, Fernando apparaît enfin en public. Non pas en tant que cadre supérieur ou agent froid, mais en tant qu'ami dévasté. Mais comme un ami dévasté. Lors d'une interview exclusive avec Univision, Fernando est resté assis, silencieux, les yeux enfoncés par le manque de sommeil et l'âme fatiguée par la douleur. Les reflets de la caméra se reflètent sur ses joues décharnées et ses cheveux poivre et sel. Alors qu'il commence à raconter ce que personne ne veut croire comme étant vrai. Et puis, sa voix s'est brisée, incapable de cacher son émotion. Ravi n'aurait pas dû monter sur scène ce soir-là. Mais l'air du studio semble se figer. Personne ne bougeait. Fernando raconte alors l'histoire. 3 jours avant le concert fatidique, Ravi a fait une mauvaise chute dans la salle de bain de sa maison. Cette chute lui a occasionné une nouvelle blessure à la jambe droite, qui s'était brisée lors d'un accident de voiture près de 15 ans plus tôt. Les médecins l'examinent et confirment. Pas de spectacle, pas de mouvement vigoureux, et surtout pas de station debout pendant des heures sur la scène. Fernando et toute l'équipe de production ont supplié Ravi d'annuler le concert. Mais celui-ci s'est contenté de regarder Fernando, les yeux à la fois déterminés et fatigués, et lui a dit « Ces gens ont acheté des billets pour me voir. Le groupe devait jouer. Je ne pouvais pas les décevoir, juste à cause d'une petite douleur. » En racontant ce moment, Fernando se détourne pour cacher ses larmes. Pour lui, ce n'était pas la décision obstinée d'un artiste. C'était le cœur de quelqu'un qui n'a jamais abandonné, un symbole qui vivait pour le public plus que pour lui-même. Et puis le concert est arrivé. Une scène éblouissante, une voix qui s'élève au milieu de milliers d'applaudissements. Mais dans les coulisses, Fernando sent que quelque chose ne va pas. Il se tenait juste à côté des coulisses, les yeux fixés sur Ravi. Il se souvient, « Je l'ai vu boiter un peu quand il est sorti. » Mais il a souri. Il a levé les mains et tout le monde a explosé. Puis vint le moment terrible, lorsque la musique s'est arrêtée, que les lumières de la scène se sont éteintes. Le seul son était celui des cris de centaines de personnes qui s'enfuyaient. Fernando a déclaré qu'il ne se souvenait pas de la façon dont il avait couru dans la poussière épaisse. Il se souvient seulement d'avoir crié à maintes reprises. « Ravi! Ravi! Avez-vous vu Ravi ?» Tout ce qu'il entendait, c'était le bruit du verre qui se brise et des cris. Fernando court dans tous les sens, ensanglanté par les impacts de métal tranchant, toujours à la recherche de son ami. Des rumeurs commencent à se répandre. Certains disaient que Ravi s'était échappé, d'autres qu'il avait été emmené directement à l'hôpital par une sortie latérale. Fernando, désespéré, s'accroche à la moindre parcelle d'espoir. Il a appelé tous les services d'urgence de Saint-Domingue. Il a roulé dans les rues cette nuit-là, espérant que quelqu'un dirait « Nous avons Ravi Pérez ici ». Mais personne ne l'a fait. Et puis, le lendemain matin, le téléphone a sonné. Un appel de l'Institut national de médecine légale. On demande à Fernando de venir identifier un corps. Il n'y croyait pas. Il ne voulait pas y croire. Mais il y est allé quand même. Dans une pièce froide et peu éclairée, Fernando s'approche d'un brancard recouvert d'un drap blanc. Un médecin tire doucement le drap vers le bas. Quelques secondes. C'est tout. J'ai su que c'était lui, dit Fernando, dès que j'ai vu la petite cicatrice sur son sourcil gauche. Une cicatrice datant de son enfance, lorsqu'il jouait au football et qu'il a heurté un poteau de fer. Sa voix s'est brisée. Ravi n'était pas seulement mon client, c'était mon frère. Mais les mots ont été rediffusés des millions de fois sur les réseaux sociaux. Et puis les Dominicains et toute la communauté musicale hispanophone ont pleuré. Pas seulement parce qu'un chanteur était mort, mais parce qu'un homme avait donné sa vie à son art, à son public, à son amitié. Mais ce n'était pas tout. Un détail a laissé tout le monde sans voix. La fille de Ravi, Zulinka Pérez, était également sur scène à ce moment fatidique. À 32 ans, la jeune fille, au regard perçant et à la voix héritée de son légendaire père, chante en duo avec lui, une chanson qu'ils ont enregistrée ensemble 1 an plus tôt. Ce duo avait été diffusé sur les radios des Caraïbes et avait été demandé pour des centaines de spectacles. Lorsque le plafond a commencé à faire des bruits étranges, mon père a levé les yeux. Se souvient Zulinka, le visage bandé et le bras en écharpe.
Puis il m'a regardé. Nous étions proches l'un de l'autre. Ses yeux disaient quelque chose, comme un adieu. Mais elle marque une pause. Ses lèvres tremblent. Et puis tout s'est effondré. Zolinka a survécu à cette nuit fatidique, mais à un prix terrible. Elle a souffert non seulement de blessures physiques, mais aussi d'un lourd fardeau émotionnel. Son mari, Rafael Mendoza, guitariste principal du groupe et partenaire sur scène et dans la vie, a agi par pur instinct d'amour lorsque le désastre a commencé. Au moment où les craquements ont retenti au plafond, Rafael n'a pas hésité. Il a jeté sa guitare et s'est précipité sur sa femme pour la prendre dans ses bras, se servant de son propre corps pour la protéger. Quelques secondes plus tard, le toit s'est effondré. Ce geste a sauvé la vie de Zolinka. Mais Rafael n'a pas eu cette chance. Il souffrait de multiples fractures, y compris de la colonne vertébrale. Une blessure grave dont même les médecins expérimentés n'étaient pas certains qu'il se rétablirait complètement. Pedro Jiménez, le claviériste, était un témoin oculaire. « J'ai vu Rafael courir, puis j'ai entendu un fracas. » A-t-il raconté, son visage ne montrant aucun signe de peur. « J'ai laissé tomber ma guitare et j'ai couru après eux. S'il n'y avait pas eu Rafael, nous nous serions perdus tous les deux. » Rafael est actuellement hospitalisé à l'hôpital universitaire Dr Dario Contreras, l'un des principaux centres médicaux de Saint-Domingue. Le chef de l'unité de traumatologie rachidienne a indiqué qu'une série d'interventions chirurgicales était prévue. Rafael devra probablement suivre une longue thérapie physique, et sa capacité à revenir sur scène reste un grand point d'interrogation. Mais les médecins restent optimistes car Rafael est un battant. Les autres membres du groupe n'ont pas eu la même chance. Luis Emilio Solis, le légendaire saxophoniste qui accompagnait Ravi Pérez depuis ses débuts en solo dans les petits bars de la Romana, n'a pas survécu. Son corps a été retrouvé près de l'espace scénique le plus endommagé. Les gens ont dit qu'il était mort là où il aimait le plus, sur scène. Fernando Soto, manager et ami proche de Ravi, a parlé de lui d'une voix tremblante. Perdre lui, c'est comme perdre une bibliothèque musicale vivante. Il ne se contentait pas de jouer de la musique, il la comprenait. Chaque arrangement, chaque solo, il pouvait vous dire comment il avait été fait, où il avait été fait, pourquoi il avait été fait. Les autres membres, Julien, joueur de bongas, Ernesto, basse, Marcos, trombone et Carlos, batterie, étaient tous blessés. Certains avec des fractures, d'autres avec des bras cassés, d'autres avec des ecchymoses sur tout le corps. Bien qu'ils soient sortis de l'hôpital, personne n'est sorti intact de cette histoire. Ni leur corps, ni leur âme, ni leur mémoire. Ernesto, le bassiste silencieux, a fondu en larmes en s'adressant à la presse. Nous n'avons pas seulement perdu une voix, nous avons perdu un frère, un leader, un morceau de notre cœur. Et au centre de cette douleur, il y a Zolinka. La fille en or de la musique dominicaine n'est plus seulement une fille qui a perdu son père, mais aussi une épouse qui suit chaque respiration douloureuse de son mari depuis son lit d'hôpital. Elle était encore en fauteuil roulant lorsqu'elle a accordé une interview exclusive à Noticias S, 3 jours seulement après la tragédie. Son visage était tuméfié, mais c'est son regard qui a laissé les téléspectateurs sans voix. C'était le regard de quelqu'un qui avait trop vu, trop perdu, et qui essayait encore de s'accrocher à ses dernières forces. Lorsque l'intervieweur lui demande ce qu'elle retient le plus de sa dernière prestation avec son père, Zolinka regarde au loin, comme si elle se remémorait des images encore fraîches dans son esprit. Ce soir-là, mon père était rayonnant. Je ne l'avais jamais vu aussi vivant, aussi plein d'énergie. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre. C'était comme s'il essayait de surmonter quelque chose, une douleur que lui seul connaissait. Elle a déclaré que son père avait caché la blessure qu'il s'était faite à la Séoul, jambée à la suite d'une chute dans la salle de bain 3 jours avant la représentation. Il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Il ne voulait pas que le public s'inquiète et il ne voulait pas annuler le spectacle. Zolinka se souvient en pleurant. Chaque note, chaque ligne. Il l'a jouée comme si c'était la dernière. Et moi, je l'ai ressenti. Quelques minutes avant que le toit ne s'effondre, Ravi l'a rappelé pour ajuster l'harmonie de la dernière chanson. Il lui a posé la main sur l'épaule, lui a souri doucement et lui a dit « Cette partie, nous la chantons doucement, comme nous avions l'habitude de le faire à la maison quand tu étais petite. » Mais Zolinka s'est étranglée, et puis il m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin, une étreinte complète, comme s'il savait que c'était la dernière fois. Et puis, le son. Un son profond et réverbéré remplit le théâtre.
comme du métal frappant du béton. Au début, ils ont cru qu'il s'agissait d'une bagarre. Ravi a tourné la tête, les yeux inquiets. Comme toujours lorsque quelque chose vient troubler la tranquillité du public. Puis ils ont tous deux levé les yeux. Des fissures, ce que Zulinka appelle des veines noires, étaient apparues au plafond. De longues lignes brisées, de la peinture écaillée, se répandant comme de gigantesques toiles d'araignées noires sur la toile de fond gris-blanc. Et il savait que tout était fini. La voix de Zulinka tremble lorsqu'elle raconte ce dernier moment. Elle s'est arrêtée, n'ayant plus besoin de mots. L'air sur le plateau était lourd comme du plomb. Et parfois, le silence est le son. Mais lorsque les lumières s'éteignent et que la poussière retombe, que reste-t-il? Nous nous accrochons au souvenir de cette nuit fatidique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur? Est-ce que du courage? Est-ce que de l'amour? Ou y a-t-il des questions sans réponse? C'est alors que nous devons regarder en arrière, pas seulement pour nous souvenir, mais pour comprendre plus profondément. Que s'est-il passé sous ce dôme en ruine? Qui s'est tenu debout? Qui est tombé? Et qui sera tenu responsable des vies qui ne reviendront jamais? La révélation de la fille de Zulinka. Et vous savez, des milliers de téléspectateurs ont ressenti la même chose. Lorsque le plafond a commencé à craquer dans un dernier soupir de sécurité, avant de s'effondrer soudainement, Zulinka n'a pas eu le temps de réagir. Tout ce que Zulinka a pu faire, c'est crier « Papa !» Et puis, boum, les ténèbres l'ont enveloppé. Les éclats pleuvent comme de la grêle, tranchants et insensibles. Une grande plaque de métal frappe sa jambe, l'immobilisant. La douleur irradie comme une décharge électrique, mais ce n'est pas le pire. L'air s'est chargé d'une fine poussière et d'une odeur de fil brûlé. Elle halète, s'étouffe, entourée de cris et de gémissements. Des sons étranges, mais douloureusement familiers. Je ne pouvais plus bouger. J'ai cru que j'allais mourir là, raconte-t-elle, la voix tremblante, comme si elle était encore dans l'instant. Puis, dans la cacophonie de l'effondrement et du désespoir, une voix a retenti, plus claire que toutes les autres. « Zuli! Zuli! Où es-tu » C'était Raphaël, son mari. Malgré ses blessures dues à l'impact, une colonne vertébrale endommagée, des côtes cassées, une épaule déboîtée. Il s'est débattu dans les décombres, s'appuyant sur l'appel de son cœur. Ses deux bras étaient gravement endommagés. Mais lorsqu'il a vu sa femme gisant là, ensanglantée et terrifiée, il a rassemblé toutes ses forces pour soulever une poutre d'acier qui tombait. C'était un acte d'instinct, l'expression la plus pure de l'amour. « Il m'a recouverte de son propre corps », a déclaré Madame Zulinka, des larmes coulant sur ses joues. Je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Raphaël a toujours été comme ça. Il a toujours fait passer les autres avant lui. Et dans ce moment de vie et de mort, un autre héros sans nom est apparu. Antonio Ramirez, pompier chevronné, n'était pas de service ce jour-là. Mais comme par instinct, il s'est précipité dans la zone effondrée sans attendre d'instructions. Grâce à ses connaissances professionnelles et à son courage, il a suivi les bruits et la fumée, et a trouvé Zulinka et Raphaël. J'ai utilisé ma lampe de poche et j'ai crié pour les appeler. Puis j'ai entendu un petit gémissement, comme une respiration difficile. J'ai rampé vers lui, a raconté Antonio. Avec une autre équipe de secours appelée plus tard, il a aidé à les mettre en sécurité. Lorsque le journaliste lui a demandé ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là, Madame Zulinka s'est étranglée. « Je dois ma vie à ces deux hommes. Mon mari est Antonio. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. » Mais lorsqu'il s'agit de son père, son récit s'interrompt brusquement. Sa voix est devenue plus douce, presque un murmure. La dernière fois que je l'ai vu, il chantait. Même quand tout a commencé à s'effondrer, il a continué à chanter. Cette voix, c'est le son qui m'a endormi toutes les nuits de mon enfance. Mais, à ce stade de l'interview, elle ne pouvait plus continuer. Les caméras se sont arrêtées. Personne ne parle. Le studio tout entier s'est tu, dans un recueillement pour une douleur trop grande pour être exprimée par des mots. Lorsqu'elle a retrouvé son calme, elle a dit « S'il vous plaît, ne vous souvenez pas de mon père dans le chaos. Souvenez-vous de son sourire, de sa musique, de la joie qu'il apportait chaque fois qu'il montait sur scène. » Mais alors que la fille d'une légende partageait son cœur avec le monde, une autre tempête se préparait. Cette fois-ci une tempête d'indignation et un appel à la justice. Des enquêtes officielles ont révélé que la boîte de nuit Jet Set, où la tragédie s'est produite, avait été condamnée à une amende 2 mois plus tôt pour de graves violations des règles de construction. Un rapport interne du ministère des Travaux publics et des Communications
faisait état de fissures structurelles, de colonnes de soutien détériorées et même de fuites électriques. En plus de l'amende, l'établissement a été condamné à suspendre temporairement ses activités. Mais rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de nouvelle inspection. Aucune obligation de rendre des comptes. Au lieu de cela, les spectacles ont eu lieu, les billets ont été vendus et, ce soir-là, près d'1 millier de personnes se sont retrouvées, sans le savoir, sous un piège mortel. Ce qui avait commencé comme un choc local s'est rapidement transformé en une tragédie nationale. L'une des pertes les plus choquantes a été celle de Nelsie Cruz, gouverneur de Montecristi et sœur du célèbre joueur de baseball Nelson Cruz. Nelsie était venue à Saint-Domingue spécialement pour assister à un spectacle de Ravi, un artiste qu'elle suivait depuis 3 décennies. Le président Luis Abinader, dans une déclaration émouvante à la nation, a révélé qu'au milieu des décombres, avant de s'évanouir, Nelsie avait appelé un employé du bureau provincial, non pas pour demander de l'aide pour elle-même, mais pour signaler l'emplacement des enfants qu'elle voyait près d'elle. Elle ne pensait pas à elle. Elle pensait aux enfants qui pleuraient, a déclaré le président, la voix brisée par l'émotion. C'est ce qu'elle était, une femme qui vivait pour les autres. Mais la communauté artistique du pays est ébranlée, car Ravi Pérez était plus qu'un chanteur. C'était une icône, le son de l'enfance, des nuits dansantes, de l'amour et de la perte. Meli Quesada, reine du merengue, a partagé une photo en noir et blanc prise avec Ravi en 1987. En écrivant « Aujourd'hui, nous avons perdu plus qu'un ami professionnel. Nous avons perdu une partie de l'âme de la musique dominicaine. » Mais Juan Luis Guerra, dans une lettre ouverte publiée dans Listín Diario, a écrit « Mon ami, ta voix ne se taira jamais, tant qu'un Dominicain chantera avec toi. » Sergio Vargas, les larmes aux yeux, a partagé une vidéo d'eux interprétant l'ensemble Como Abeja al Panal et a écrit une seule ligne. Dieu nous a enlevé l'une des voix les plus puissantes qui ait jamais résonné sur cette île. Une partie de moi est partie avec lui. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couche sur les Caraïbes, les stations de radio de tout le pays recommencent à diffuser la musique de Ravi. Des taxis au café, des salons de coiffure de Santiago aux boulangeries de Barahona. Sa voix résonne comme une vague de souvenirs. À Saint-Domingue, des milliers de personnes portant des bougies, des fleurs et des photos de Ravi se sont rassemblés devant la boîte de nuit Jet Set. Ils ont chanté, ils ont pleuré, ils se sont serrés dans les bras, ils ont partagé des bribes de souvenirs de l'homme qui était devenu une légende. Mais au milieu des lumières scintillantes et de la musique tonitruante, une question a commencé à surgir de la foule, puis des médias, puis du Congrès, qui sera tenu pour responsable. Cette tragédie aurait-elle pu être évitée? C'est une question que personne ne veut poser, mais à laquelle nous devons tous faire face, alors que la poussière retombe. Que les dernières notes de la musique restent dans nos mémoires. La vérité commence à émerger, et elle fait froid dans le dos. Des avertissements ont été donnés, des rapports techniques ont été envoyés, mais ils ont tous été ignorés, comme si le destin n'avait pas sa place dans la symphonie. Et puis, lorsque la vérité brutale a été révélée, la nation s'est levée, non seulement pour pleurer, mais aussi pour agir. Au centre de cette tempête, un homme, le président Luis Abinader. Action immediate. Certains pensent que cette catastrophe, qui s'est produite lors de l'effondrement de la boîte de nuit Jet Set, aurait pu être évitée. L'événement n'est pas le résultat d'un phénomène naturel ou de quelque chose qui n'aurait pas pu être anticipé. Il y avait des avertissements écrits qui étaient très évidents et qui comportaient des preuves. Il n'y a pas eu de réponse à ces rappels. Bien que les indicateurs de failles structurelles aient été observés depuis plusieurs semaines, aucune action n'a été entreprise. Après une froide indifférence, le sang et les larmes ont coulé. Au milieu de la tempête de l'opinion publique et de la crise croissante, le président de la République dominicaine, Mr. Luis Abinader, a pris une mesure radicale. Il a instantanément annulé ses projets, sans avertissement préalable, et s'est rendu personnellement sur les lieux de l'effondrement, sans cortège médiatique, sans micro, sans discours, et matérialisé au milieu des ruines. Parmi les gens qui étaient dans un état de terreur et d'anxiété, parmi les pompiers et les volontaires qui cherchaient à travers chaque brique pour tenter de trouver une lueur d'espoir. Chaque vie perdue ici est une blessure dans le cœur de la République dominicaine, a-t-il déclaré devant les murs détruits de la boîte de nuit, les yeux enfoncés par l'impossibilité de dormir et l'angoisse qu'il ressentait. Plusieurs heures se sont écoulées avant qu'il ne parte enfin.
et il ne s'est même pas présenté pour prendre quelques photos. Au cours des 48 heures qui ont suivi, il est resté presque continuellement présent sur les lieux, où il s'est tenu aux côtés des gens, a assisté aux opérations de sauvetage et a exigé des réponses des responsables d'une manière à la fois calme et ferme. Les personnes qui ont suivi le président Abinader dans des situations de crise reconnaîtront probablement cette image. Il n'est pas seulement celui qui donne les ordres, il est aussi celui qui est présent. Il n'a pas parlé lorsqu'il était au jet-set, mais il a distribué des seaux de boue, fait la queue avec les sauveteurs, donné de l'eau aux blessés et serré dans ses bras une mère qui pleurait la mort de sa fille. Un jour plus tard, son administration a mis en place un cabinet d'urgence pour faire face à la situation. Un décret présidentiel a été publié le 3e jour après l'accident, qui prévoyait les mesures suivantes. 3 jours de deuil national, la mise en berne des drapeaux dans tout le pays et l'arrêt des activités culturelles et de divertissement. Il a déclaré depuis le Palais national « Ce n'est pas le moment de chanter, c'est le moment de prier et d'embrasser les familles qui ont tout perdu. » Il faisait référence à la situation actuelle. Cependant, ce ne sont pas seulement les mots qui ont marqué les gens, mais plutôt les actes physiques. Il a été décidé de créer un fonds d'aide d'urgence qui couvrirait toutes les dépenses médicales des blessés, ainsi que les frais d'enterrement des victimes et l'aide psychologique pour les survivants. Une directive a été donnée aux hôpitaux publics pour qu'ils renforcent leur personnel médical. Une ligne téléphonique spéciale a été mise en place pour relier les personnes qui recherchent des parents disparus à la suite de la tragédie. Rafael Mendoza, le mari de la chanteuse Zulinka Pérez, était soigné à l'hôpital Dr Dario Contreras après avoir courageusement sauvé sa femme de l'épave. Le moment le plus émouvant a été la visite surprise du président à l'hôpital où Rafael Mendoza était soigné. À l'hôpital, il s'est entretenu en privé avec Zulinka, la fille de Ravi Pérez, qui se remettait elle aussi d'une agonie physique et mentale. La réunion s'est déroulée à huis clos dans la chambre d'hôpital. Il s'agissait simplement de 2 dominicains qui parlaient de leur douleur inimaginable. Il n'y avait ni journaliste ni caméra autour d'eux. Ses yeux étaient humides lorsqu'il est sorti de la chambre. Il n'y avait pas besoin de mots. Abinader s'est ensuite adressé au Congrès lors d'une session extraordinaire d'urgence, en déclarant « Nous ne pouvons pas changer le passé ». La nation entière l'a regardé faire cette déclaration. Il est cependant possible de préserver l'avenir. Appelé officieusement l'ERAP, abréviation de Ravi Pérez. Il a proposé une loi qui révolutionnerait les règles de sécurité en vigueur dans les espaces et structures publiques. Parmi les dispositions de la loi figure l'obligation d'inspecter les installations de divertissement tous les trimestres, la publication de rapports sur une plateforme nationale, de lourdes amendes en cas de non-respect des avertissements et, surtout, le fait que l'insouciance n'a pas sa place. Il a insisté sur le fait que ce n'est pas de la politique. Il s'agit de l'essence même de l'humanité. La promesse suivante est solennelle. Aucun artiste, aucun père, aucune mère, aucun enfant ne perdra jamais la vie à cause de la cupidité ou de la négligence. En outre, un événement inattendu s'est produit. Pour la première fois depuis longtemps, les 2 principaux partis, celui qui est actuellement au pouvoir et celui qui est dans l'opposition, se sont unis pour soutenir la loi. Lorsque la loi a été approuvée à une écrasante majorité, le Parlement a applaudi à tout rompre. 1 minute de silence a été observée dans toute la nation car, même si elle est arrivée tardivement, peut-être pour la toute première fois, la mort d'un artiste a déclenché un changement structurel. Car s'il y a quelque chose qui résonne plus que la voix de Ravi, c'est l'héritage qu'il a laissé derrière lui, une société plus sûre, plus humanitaire, et qui n'a pas peur de faire face à ses obligations. Si Ravi Pérez vous a marqué, comme il a marqué des millions d'autres personnes, je souhaite que ce récit ne vous amène pas seulement à déplorer la perte d'un grand musicien, mais qu'il nous encourage à agir pour que plus jamais personne n'ait à chanter sa dernière note dans des ruines. Mais pendant le choc et la perte, une autre émotion a commencé à se développer, et c'est la rage. Quelqu'un doit être tenu pour responsable de ces tragédies. Comment une salle de spectacle aussi célèbre que le Jet Set a-t-elle pu s'effondrer lors d'un grand concert? Était un sujet qui revenait dans toutes les conversations, qu'elles aient lieu dans des cafés ou dans les journaux télévisés. Enquête et responsabilité, les questions inévitables. Peu après l'effondrement, des ingénieurs et des superviseurs de la construction ont divulgué un flot d'informations qui ont stupéfié le public. L'inspecteur de la construction de la ville de Saint-Domingue
avait averti Jet Set d'une faiblesse structurelle depuis février de cette année. Un rapport technique détaillé indiquait que le dôme de la Seine présentait des signes de léger affaissement, nécessitant un renforcement urgent. Le problème, c'est que personne n'a réagi. Lorsque la presse a suivi l'affaire, le premier nom mentionné a été celui de Carlos Mendez, propriétaire de Jet Set. Mendez a engagé la société privée Innova Engineeria SRL pour régler des problèmes mineurs, selon le rapport de l'inspecteur. Or, d'après les archives publiques, Innova n'avait pas de licence pour travailler sur des structures de toit à usage intensif. L'entreprise n'était enregistrée que pour se spécialiser dans les réparations intérieures et électriques. Le bureau du procureur de Saint-Domingue a immédiatement ouvert une enquête officielle. Parallèlement, la Commission nationale de sécurité publique a été créée par décret du président Abinader pour superviser l'enquête en toute indépendance, en évitant toute interférence d'intérêt particulier. Y a-t-il eu de la corruption? La réponse initiale a été « il y a des signes ». Une courriel interne divulguée a montré qu'un fonctionnaire de niveau intermédiaire de l'inspection de la construction de la ville avait proposé de sceller temporairement le Jet Set pendant qu'il était en réparation, mais que la proposition avait été rejetée par la direction sans donner de raison. La presse a immédiatement parlé de silence suspect et a demandé que les personnes concernées répondent de leurs actes. Quelques jours plus tard, 4 personnes ont été convoquées pour être interrogées, dont Carlos Mendez, le propriétaire de la boîte de nuit, le directeur technique d'Innova Engineeria et 2 fonctionnaires du département de supervision de la construction de la ville, selon El Carib. Au moins l'un des 2 fonctionnaires est accusé d'avoir reçu des pots de vin pour fermer les yeux sur le non-respect des normes de sécurité par le Jet Set. L'enquête a été élargie avec la coopération de la police technique et de l'Institut dominicain de génie civil. Dès la 2e semaine suivant la tragédie, le ministère public a officiellement ouvert une enquête pour violation des règles de sécurité en matière de construction ayant eu des conséquences fatales. Carlos Mendez et le directeur d'Innova ont été interdits de quitter le pays, dans l'attente de leur procès. Le bureau du procureur général a déclaré « Personne, qu'il s'agisse d'un chef d'entreprise ou d'un fonctionnaire, ne peut se soustraire à sa responsabilité en matière de vie humaine. » Mais, dans le même temps, une pétition de plus de 180 000 signatures a été envoyée à l'Assemblée nationale pour demander des règles plus strictes en matière d'octroi de licences pour les spectacles et de construction d'infrastructures au service des arts. S'il y a une leçon à tirer de ce deuil, c'est bien celle-ci. Les décès ne peuvent être considérés comme des accidents si quelqu'un était au courant et n'a pas agi. Cette fois, le peuple dominicain n'acceptera pas le silence. À votre avis, qui porte la plus grande responsabilité dans cette tragédie? Le propriétaire de la boîte de nuit, l'entreprise de construction ou les autorités locales qui n'ont pas tenu compte des mises en garde. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.